Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo analyse des factions de la mort dans le format fer de lance du jeu Warhammer Age of Sigmar. On est parti, let's go! On attaque ce deuxième épisode avec les factions de la mort. Vous l'avez vu, je suis tout seul malheureusement, Cyril n'a pas pu venir. J'ai décidé de faire la vidéo sans lui, sinon je pense que ça va être trop long sur les sorties de toutes les vidéos qu'on veut faire. Donc il fera la prochaine avec moi sur la destruction. Pour ceux qui n'ont pas vu le premier épisode, je vous invite à aller le regarder parce qu'on parle du jeu aussi dans sa globalité et je pense que c'est intéressant pour vous, même s'il n'y a pas votre faction de cœur, de venir écouter ce qu'on dit sur le jeu. Ceci étant dit, on attaque directement avec la première faction, Flesh Eater Kurtz. On va garder l'ADN du premier opus, je vais vous donner les points positifs, les points négatifs de chaque faction et un petit peu leur gameplay. Alors Flesh Eater, c'est la fer de lance que j'ai le plus joué à l'heure d'aujourd'hui avec un total de 4 parties. Je suis à peu près sur une dizaine de games là sur fer de lance. Premier point positif que j'ai noté avec la fer de lance Flesh Eater, c'est qu'ils ont une super allégeance. Donc c'est avec des points de noblesse. Plus ils ont de points de noblesse, plus ils vont pouvoir débloquer des compétences. Arrivé à 6, on va pouvoir donner plus une attaque en passif dans une bulle. Bien évidemment, ce n'est pas cumulatif. Et après, on va pouvoir dépenser aussi ces points de noblesse pour refaire venir des compagnons morts au combat. Donc, ou des pro-chevaliers, donc ces chevaliers de Morbeg, ou sinon les piétons. 2 points pour un chevalier de Morbeg, 1 point pour les piétons. C'est ultra fort. D'un côté, on va avoir cette possibilité de booster notre armée, et de l'autre côté, on va avoir l'autre possibilité de venir ramener des figurines au combat et venir aussi combler une de nos lacunes qui est d'avoir peu de figurines sur table. En deuxième point positif, j'ai noté qu'on avait une très bonne résilience et qu'on tankait très bien parce que certes on n'a pas des bonnes saves mais on a une ward à 5+, on peut se mettre une ward à 5+ si on se place bien et au pire des cas on a quand même une ward à 6 native. Donc ça c'est vraiment bien pour se prémunir de tout ce qui est blessure mortelle. De plus on a une unité qui peut revenir en renfort, les prévôts des cryptes. Et aussi, on se rappelle qu'on peut utiliser notre aptitude d'allégeance, nos points de noblesse pour refaire venir des unités tuées au combat. Et en plus de ça, on a des petits builds parce que vous savez qu'on peut choisir les optimisations et les aptitudes qui vont nous permettre aussi de refaire venir des guerriers morts au combat. Donc en fait, on a une très bonne résilience sur table et ça, c'est très plaisant. Et j'oublie même qu'on peut se soigner. En premier point négatif, j'ai noté le fait de ne pas avoir de tir. Donc malheureusement, on ne jouera pas sur toutes les phases. En deuxième point négatif, malheureusement, on n'aura pas la possibilité de faire des blessures mortelles. Donc, lorsqu'on va affronter un adversaire avec de l'armure et des saves à 3+, voire même mieux comme du Stormcast et les Annihilators avec une sauvegarde à 2+, là, on va avoir vraiment du mal parce que même au niveau de la perforation d'armure, c'est pas fifou. Donc c'est un petit peu compliqué, on est en perf -1 quasiment sur toute l'armée, avec une petite attaque en perf -2, donc ça va être compliqué de passer des grosses sauvegardes d'armure. Et le dernier point négatif, j'en ai parlé en début de vidéo, c'est le fait d'avoir peu de figurines sur cette fer de lance. Donc on a 10 prévôts des cryptes, on a 3 chevaliers de Morbeg et 2 héros, donc on est à 15 figs en tout, c'est vraiment très peu, ça fait partie un petit peu des fers de lance avec le moins de figurines, et même si c'est résilient, ça tank plutôt bien, eh ben on va avoir un petit peu du mal à prendre la table, on va devoir jouer assez paquet, même les héros assez proches des prévôts des cryptes pour garder notre ward à 5+, et avoir cette possibilité comme ça de survivre un peu plus longtemps. De plus, je vais pas le noter vraiment en point négatif, mais c'est vrai qu'on est quand même dépendant de nos héros, et si on perd nos héros, on a un petit peu mal parce qu'on perd en fait toute notre allégeance, on va plus pouvoir utiliser nos points de noblesse. Heureusement, on en a 2. Donc voilà, si vous en perdez un, vous avez toujours le deuxième pour pouvoir continuer à faire vos mécanismes de jeu. Mais si vous perdez les deux, eh ben là, vous êtes cuit. Conclusion, moi c'est une fer de lance que j'adore jouer et je la trouve plutôt forte, mais attention à nos choix tactiques, à pas trop se disperser, à jouer un petit peu paquet avec un petit noyau dur et nos chevaliers de Morbeg à droite à gauche qui vont charger, qui vont se replier et qui peuvent en fait ils ont cette possibilité de se désengager sans prendre des BM et de recharger et toujours avoir ce +1 dégâts, donc c'est très fort, chevalier de Morbeg j'aime beaucoup.
Mais par contre, voilà, il va falloir faire gaffe à nos choix parce qu'on n'est pas nombreux, on ne peut pas se permettre d'aller à droite à gauche parce que si on perd nos héros, c'est finito pipo. Est-ce que c'est une fer de lance que je recommande à des débutants? Carrément, je pense que vous pouvez vous faire kiffer avec. Et en plus de ça, au niveau de la peinture, c'est pas très compliqué. Donc si jamais vous voulez craquer pour Flesh Eater, n'hésitez pas à y aller les yeux fermés. On enchaîne avec les Nighthaunt, une armée qui est apparue en V2 de Age of Sigmar. Alors des figues que je trouve personnellement magnifiques, mais en vrai, quelles figurines de chez Games, surtout sur Age of Sigmar, ne sont pas belles, c'est difficile. Bon, en tout cas, c'est une armée que je n'ai pas testée malheureusement. Voilà, je vous dis mon analyse sur papier, hein, après quand même une certaine expérience sur le jeu maintenant, je vous ai dit un peu plus d'une dizaine de parties. Donc, première chose que j'ai remarqué, c'est une armée populeuse, c'est une fer de lance populeuse. Et ça, c'est un avantage pour pouvoir prendre la table et pouvoir aussi empêcher son adversaire de marquer certaines tactiques. En deuxième point positif, on va avoir le fait d'être ultra mobile et de voler avec toutes nos unités. Et ça, c'est vraiment un gros confort pour pouvoir aller se poser là où on veut. Et bien évidemment, marquer aussi certaines tactiques comme les bords de table ou le long bord de table dans le camp de notre adversaire. En troisième point, j'ai noté des très bonnes aptitudes. On a une fer de lance un petit peu boîte à outils où on va pouvoir se spécifier dépendamment de l'adversaire qu'on va rencontrer, et ça c'est super plaisant parce que ça donne une grosse rejouabilité. Par contre la légende je la trouve pas exceptionnelle, il y en a des beaucoup plus fortes, mais on va pas se plaindre, on a quand même pas mal de points positifs sur cette fer de lance. En dernier point positif, j'ai noté une énorme résilience. On va avoir en tout 64 PV sur la table. Pourquoi? Parce qu'on va avoir la possibilité de ramener des troupes avec l'aptitude renfort sur les racles morts. Donc en tout, on aura cette possibilité de jouer avec 64 points de vie, ce qui est énorme. On va avoir via notre allégeance des sauvegardes non modifiées. Donc peu importe ce qui va arriver en face, eh ben, on va pouvoir l'encaisser avec notre armure. Et ça, c'est vraiment trop cool. Et en plus de ça, on va avoir une ward derrière de 6+, ou des fois de 5+. Donc c'est vraiment golden. Je crois que même le héros, il va pouvoir passer en ward à 4+, s'il est à côté des nuées d'esprit. C'est bien ça, je regardais ma petite fiche technique, c'est bien les nuées d'esprit qui mettent la ward à 4+, si le héros est à portée. Donc ça, c'est vraiment trop cool. Donc on va avoir vraiment une grosse capacité à tanker, à résister aux assauts de l'adversaire. Et c'est trop plaisant, surtout en tant que débutant, je trouve. Ça nous permet de pouvoir faire quelques erreurs comme ça, sans trop être puni par la suite. Faut savoir que sur fer de lance, une ward à 6+ sur toute une armée, c'est incroyablement fort. Et ça, on le retrouve dans les 4 factions de la DES. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas beaucoup de BM dans le format Spearhead, et en plus de ça, on a très peu de pénétration d'armure. Donc en fait, les wards sont vraiment très importantes. Les wards en défense et bien sûr les BM en attaque. Donc toutes les fers de lance qui pourront mettre des BM à l'adversaire, eh ben, vont être avantagées. Et bien évidemment, toutes les fers de lance qui pourront tanker les BM, donc qui auront des wards, eh ben, vont aussi avoir un petit bonus sur les autres. Bon, maintenant on passe au point négatif parce qu'il n'y a pas que des points positifs sur cette fer de lance, sinon elle survolerait les autres. Donc le premier point négatif, on en a parlé juste avant, c'est qu'elle ne peut pas faire de blessures mortelles. Donc si elle tombe contre une armée super armurée, je reprends l'exemple du Stormcast, elle va galérer. Mais le Stormcast, lui aussi, va galérer. Donc en fait, ça va être un match un petit peu mou dans les deux sens, même si je pencherai plus sur un petit avantage là, pour le coup, chez les Stormcast. Le deuxième point négatif, qui rejoint le premier point, c'est que ça tape mou. On va avoir des touches à 4 sur quasiment toute l'armée. Et ça, c'est compliqué. Et en plus, on a peu de saturation. Donc, peu de dés qu'on va lancer lors de nos attaques. Les racles morts, c'est 2 dés. Les autres aussi, c'est 2 dés. On n'a pas beaucoup de saturation. Et ça vient pas, du coup, lisser ce côté « je touche sur du 4+. » Et ça, c'est compliqué. Donc, si on veut remplir des tactiques où on va devoir tuer des unités, on devra envoyer plusieurs de nos ressources au même endroit pour espérer avec de la chance finir une petite unité. Mais une unité élite, vous la sortirez pas. Voilà. Ou sinon, vous allez prendre les 4 tours ou 3 tours pour la sortir. Conclusion, ça tank ultra bien, ça prend très bien la table parce que c'est très mobile. Mais par contre, de l'autre côté, eh ben, ça tape mou. Voilà.
Donc est-ce que oui ou non, je recommande ça à un débutant? Comme je l'ai dit, oui, carrément. En plus, au niveau de la peinture, vous pouvez vous faire kiffer assez facilement. Du contraste, si vous maîtrisez l'aéro, c'est encore mieux. Non, franchement, Nighttone, je trouve que c'est super pour débuter. On continue les amis avec les seigneurs vampires, les Soulblight Gravelord. Je pense une des meilleures fers de lance que j'ai pu voir sur le terrain parce que on a un petit peu tout en Soulblight. Du moins un peu tout sauf du tir. Premier point positif, on est nombreux. 2 x 10 squelettes, 5 chevaliers de sang, 3 Varghest et notre seigneur vampire. Donc c'est énorme sur table. Bon, les Varghest arrivent à partir du T3, mais ça, c'est pas un problème. Vous allez voir que vous allez gérer sans souci, même sans les Varghest sur table. Deuxième point positif, on est tanky, résilient. On a une ward comme toutes les autres factions de la mort à 6+, sur toute l'armée. Ça, c'est trop bien. De plus, on a une capacité de soin avec tous les vampires, donc les chevaliers de sang, notre seigneur vampire et les Varghest qui arrivent, eux, que T3. Donc en vrai, eux, ils en auront pas trop besoin. Mais on a cette capacité de se soigner à chaque fois qu'on va mettre des blessures. Et en plus de ça, malgré le fait qu'on n'ait pas le petit logo renfort sur aucune de nos unités, on a une aptitude de régiment qui nous permet de refaire venir une unité de lancier squelette à 6 pouces n'importe où de l'adversaire sur table. C'est vraiment trop fort. Alors c'est pas une unité entière, c'est D6 plus 4. Donc si vous avez de la chance, vous refaites venir votre unité full effectif et au pire des cas, en moitié effectif à 5 figurines. Pour récupérer un objectif, accomplir une tactique ou autre, c'est vraiment ultra fort. Limite, on a envie d'envoyer une unité de lancier mourir comme ça. On a cette capacité derrière de venir à n'importe quel moment de la partie récupérer un objet, marquer une tactique. Donc ça, c'est vraiment golden. Pour scorer, c'est au top. Le dernier point positif que j'ai noté, c'est qu'on a une super cavalerie. Les chevaliers de sang sont vraiment ultra forts. On a une cavalerie à save à 3+, donc save à 3+, sur fer de lance, c'est vraiment ultra tanky. Et de plus, on a une ward à 6 derrière. Et on a la possibilité de se soigner quand on attaque. Donc si on fait des blessures, derrière les vampires se soignent. Ça, c'est vraiment trop fort. Donc pour moi, les chevaliers de sang, c'est où vous envoyez tout dessus pour les détruire, ou sinon vous faites éclater en fait. Et en plus de se payer le luxe de super bien tanker, on a quand même 5 bonhommes qui frappent en 3+3+, avec 3 dés d'attaque, perf -1, dégâts 2 quand ils ont chargé. Je ne parle même pas des chevaux qui l'accompagnent, qui peuvent faire 2-3 blessures comme ça en plus, mais juste les chevaliers dessus, eux, quand ils vont charger, ils vont faire des trous dans les rangs adverses. Donc c'est vraiment une super unité qui peut un petit peu tomber n'importe quoi si les planètes s'alignent et si vous avez un peu de chance avec les dés. Vous l'avez compris, pour moi, c'est la pièce maîtresse de cette fer de lance. En point négatif, parce qu'il fallait quand même que je mette des points négatifs, même si en vrai, il n'y en a pas vraiment. Donc le premier point négatif, c'est que vous ne faites pas de tir, donc vous ne jouerez pas sur toutes les phases. Bon, c'est pas dramatique. On va quand même s'amuser et on va se faire kiffer sur les autres phases. Le deuxième point négatif, c'est qu'on a vraiment très peu de blessures mortelles. Mais c'est limite pas un point négatif parce que si vous tombez contre un adversaire qui a une grosse save ou qui a des wards, etc., vous pourrez, vous, derrière, créer un build où vous allez balancer de la BM. Donc en fait, dépendamment de l'adversaire que vous allez affronter, vous allez pouvoir builder votre fer de lance. Et si jamais, voilà, comme je l'ai dit, vous tombez sur un mec ultra armuré, et ben vous créez un build avec plein de sorts qui permettent de mettre des BM. Vous faites en sorte que vos chevaliers mettent des BM, vous faites en sorte de prendre le sort qui met des BM, donc vous allez avoir à chaque fois à votre phase de héros possibilité de mettre 2-3 BM à droite à gauche, une BM un peu partout sur la table, vos chevaliers vont survoler l'adversaire, ils vont mettre des BM, et ça, c'est vraiment plaisant. Donc pour moi, cette fer de lance, elle est géniale, hein, comme les deux autres. En vrai, les fers de lance de la DES sont vraiment trop bien, je trouve. Donc bien évidemment, adapté pour les débutants. Hein, je pense qu'avec une fer de lance comme ça, vous avez la possibilité, comme celle d'avant, de faire pas mal d'erreurs. Et vous allez vraiment vous faire kiffer sur table. En termes de peinture, c'est pas ultra compliqué, c'est des squelettes. Bon, les chevaliers de sang, ça demande un peu plus de practice au niveau de la peinture. Mais pour le reste, ça va. Donc Soulblight, je valide fort. On termine notre analyse avec les Ossiarchs. Alors malheureusement, ceux-là aussi, je n'ai pas pu les tester. J'ai fait une analyse
sur papier. Voilà, j'espère qu'elle est le plus représentative du jeu sur table. Hein. Je fais au mieux, je fais au mieux. Je n'ai pas encore toutes les armées malheureusement au studio et je suis pas très fan de proxy. Premier point positif que j'ai noté, c'est qu'on va pouvoir jouer sur toutes les phases, même si on n'a pas beaucoup de tirs. Contrairement à ces trois copains d'avant, et ben Ossiark, c'est la seule armée de la mort qui va pouvoir avoir un petit peu de tir. Et ça c'est cool. On va avoir une vraie phase de magie, donc une phase de magie, une phase de héros avec des sorts et en plus un bon sort. Une phase de move, une phase de tir, voilà, phase de charge, phase de corps à corps. Vous savez comment ça se passe maintenant et ça c'est vraiment cool. Deuxième point positif, c'est qu'on a une fer de lance, une spearhead super bien équilibrée en termes d'harmonie. On a de l'infanterie, de la cavalerie, un héros qui fait des sorts et un monstre. Et ça, c'est vraiment trop stylé. En termes de composition, je pense que pour un débutant, c'est parfait. Il a un peu de tout et il va pouvoir comme ça apprendre le jeu du mieux possible en gérant, comme j'ai dit, des piétons, des cavaliers, un monstre, des sortilèges. Donc le monstre, c'est celui qui tire. Donc ça, c'est vraiment cool. Encore une fois, comme les trois autres, c'est une fer de lance assez tanky. De toute façon, toutes celles de la mort sont tanky. Pourquoi? Parce qu'on va avoir une ward à 6, on va avoir une save à 4+, sur toute l'armée. On va aussi avoir la possibilité, avec notre général, de lancer un sort et de mettre -1 à la touche sur une unité ennemie, celle qui nous pose le plus de problèmes, par exemple des chevaliers de sang. Et je vous assure que -1 à la touche sur fer de lance, ça fait très mal, parce qu'on n'a pas les possibilités de donner des ordres et de se mettre des +1 à la touche. Donc un -1 à la touche, c'est ultra violent sur le format fer de lance. Bon, en plus de ça, on va pouvoir se soigner, ramener des figurines. Bon bref, vous avez compris, on va pouvoir faire pas mal de choses pour résister à l'assaut de l'envahisseur. En point négatif, on n'a aucune de nos fiches techniques qui a le petit symbole renfort. De plus, on a aussi une difficulté un petit peu en début de tour. Il va falloir faire gaffe parce qu'une de nos unités n'arrive qu'au T3. Donc il va falloir qu'on fasse gaffe un petit peu sur comment on gère nos 2 premiers tours. Parce que contrairement par exemple au Nighthaunt où on est ultra populeux, là sans cette unité là, on n'est pas vraiment populeux. Donc il va falloir faire gaffe. Parce que la fer de lance se compose de 2 x 10 Mortec, mais une unité des 10 ne vient qu'au tour 3. Et en gros, ça veut dire qu'on commence la partie avec 10 Mortec, 5 cavaliers, le monstre et le héros. Donc on est un petit peu maigrichon sur les 2 premiers tours. Donc à bien gérer ce qu'on va faire là où on va envoyer nos troupes, etc. etc. En deuxième point négatif, je trouve que ça fera pas ultra fort. On a des stats plutôt moyennes. On a cette possibilité via notre aptitude d'allégeance de venir donner des ordres et créer quelques petites boosts à droite à gauche, mais je les trouve pas vraiment impactants ces ordres. On n'a pas de BM par exemple. C'est des ordres du style si on fait un 6 en critique, on va faire 2 touches à la place, mais en vrai ça va pas vraiment sauver nos stats de base. Conclusion, je trouve que c'est une très bonne aussi fer de lance, plutôt bien équilibré, bon qui frappe pas ultra fort mais qui va quand même bien résister derrière. Donc je pense que pour remplir les objectifs, on a quand même suffisamment de monde pour pouvoir le faire. Il faut bien gérer là où on va envoyer nos troupes et faire gaffe bien évidemment à ce que l'adversaire va faire. Est-ce que je peux le recommander à un débutant ? Je dirais oui. Niveau peinture en plus c'est ultra facile. Vous partez sur une bombe, une sous-couche blanche, vous mettez un petit contraste et vous avez fait 60-70% du travail. Donc honnêtement, peut-être même 80% du travail avec un petit brossage derrière bien sûr. Donc honnêtement, ceux qui kiffent Ossiark, allez-y, foncez sans problème. Voilà, on a fait le tour pour ces factions de la mort que je trouve moi personnellement plutôt fortes. Après, il faut que je continue à faire des parties pour avoir une meilleure analyse sur la chose comparé à d'autres spearheads que je n'ai pas encore testé. Mais si vous les avez testés, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires de ce que vous en pensez. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu et que vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à mettre un pouce, un commentaire, à vous abonner et à activer la cloche pour rester notifié de toutes les futures vidéos que je sortirai. Si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à passer par MyHobbyPlace ou à faire carrément un don sur le Tipeee. Je rappelle que tous les tipeurs, vous avez accès à tous les jeux concours de la chaîne et qu'à l'heure où je tourne la vidéo, il vous reste plus que 48 heures pour participer au dernier. Sachant que je vais la sortir demain, il vous restera plus que quelques heures. La suite des vidéos analyse, la prochaine sera la Destruit et on finira bien évidemment avec le chaos. Voilà, si vous voulez me retrouver aussi sur les autres réseaux, Insta, TikTok, Facebook, etc., etc., tout est dans la description. Si vous voulez nous rejoindre sur le Discord, vous êtes tous les bienvenus. On essaie de développer le format fer de lance. Donc si vous êtes chaud
pour fer de lance, pour Spearhead, venez nous rejoindre dans le Discord. On va créer une belle communauté autour de ce format-là. Et une dernière chose, j'ai ouvert aussi 2 autres chaînes pour le lore et pour la peinture. Alors je fais comme je peux pour alimenter en vidéo là-dessus. Mais si jamais vous voulez voir un petit peu ce que je fais sur le lore et sur la peinture, n'hésitez pas aussi à me rejoindre là-bas. Je vous dis à plus pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde!